Bonsoir. Bienvenue à tous et à toutes dans cette magnifique salle. Je m'appelle Najwa Darwish et ce soir, j'ai l'honneur de vous emmener en voyage. Alors nous allons quitter Paris. Nous allons traverser la mer Méditerranée. Nous allons aller dans un tout petit paradis. De grandes plages, des collines, de hautes montagnes, la mer à perte de vue. Loubnen, le Liban. J'ai deux pays, la France et le Liban. C'est en France que je suis née, mais au Liban, j'y suis allée très souvent. J'ai vu grandir mes cousines, j'ai plongé dans la mer Méditerranée, je me suis soignée aux feuilles de vigne farcies, j'ai dansé toute la nuit au music-hall de Beyrouth, j'ai entendu le fracas des avions dans le ciel. Et puis j'ai voyagé dans le temps. Byblos, Baalbek, Tyr, Beyrouth, des villes chargées d'histoire. Ma grand-mère libanaise était conteuse. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle connaissait beaucoup de contes. Elle les tenait d'une grande tante, qui les tenait d'une vieille cousine, et comme ça depuis des générations. Elle disait que les contes l'ont toujours aidée à tenir debout, à couvrir le bruit des bombardements, à se donner du courage. Elle disait derrière chaque visage, il y a des histoires. Il suffit juste de prendre le temps et d'écouter. Et c'est comme ça qu'un jour, alors qu'on se promenait toutes les deux sur la plage au nord de Byblos, elle m'a montré une vieille cabane de pêcheurs. Et elle m'a raconté qu'il y a longtemps, dans cette cabane, vivait un jeune homme qui s'appelait Saad. Saad n'est pas du tout pêcheur, mais il a choisi d'habiter ici, dans cette cabane, car il adore la mer. Chaque matin, il prépare son café, il s'installe sur la terrasse, face à la mer. Il regarde les gens qui se promènent, et dès qu'il n'y a plus personne, il enlève ses chaussures, il court sur le sable, il entre dans l'eau et il respire l'air de la mer. Quand le soleil se couche, il va s'installer juste derrière lui, sur sa dune, et il regarde les étoiles. Seulement cette nuit-là, pour la première fois, Saad remarque une étoile. Elle était un peu plus belle, un peu plus brillante que les autres. Alors il la contemple un long moment et tout à coup, il a l'impression que l'étoile lui fait un clin d'œil. Saad regarde autour de lui, personne d'autre sur la plage. Il commençait à se faire tard, alors il rentre chez lui, il se couche, il s'endort. Et le lendemain, comme chaque jour, il prépare son café, il s'installe sur sa terrasse, et quand il n'y a plus personne, entre dans l'eau, et quand la nuit tombe enfin, il s'installe sur sa colline, et tout de suite, il la reconnaît. Elle est toujours là, toujours aussi belle, toujours aussi brillante. Et cette fois, il en est sûr. L'étoile lui a fait un clin d'œil à lui. Saad sent son cœur s'emballer dans sa poitrine. Il comprend qu'il est en train de tomber amoureux d'une étoile. Alors à partir de cette nuit-là, les nuits sont passées, les semaines, les mois, les années. Saad a vieilli. Aujourd'hui, il marche tout doucement, le dos courbé avec une canne. Il a une longue barbe blanche qui lui tombe jusqu'au nombril, mais pour rien au monde, il ne manque son rendez-vous. Chaque nuit, il est là. Chaque nuit, il la regarde. Et surtout, chaque nuit, il attend son clin d'œil.
Et cette nuit-là, pour la première fois, l'étoile lui a parlé. Elle a dit, « Mon amour, viens me rejoindre, il est temps. » Te rejoindre, te rejoindre. J'ai attendu ça toute ma vie, dit Sade, mais comment faire? Tu es si loin et moi, je suis si vieux maintenant. Ne t'inquiète pas, lui dit l'étoile. Tu vois mon reflet dans l'eau de la mer, nage jusqu'à mon reflet, attrape mon rayon et grimpe. Sade s'est levé. Il a vu le reflet dans l'eau. Seulement ton reflet est si loin et moi je ne sais pas nager. Ne t'inquiète pas, lui dit l'étoile. Si tu as suffisamment confiance en toi, c'est sûr, tu y arriveras. Alors Saad a marché jusqu'au bord de l'eau. Il a regardé le reflet et puis il s'est décidé. Il a jeté sa canne dans le sable et il s'est jeté dans l'eau. Il s'est débattu, mais il a avancé. Il s'est débattu, il a avancé, il s'est débattu, il a avancé. Il est arrivé jusqu'au reflet. Alors il a attrapé le rayon et il s'est mis à grimper, à grimper. Il grimpait très facilement. Plus il grimpait et moins il sentait ses courbatures de vieillard. Plus il grimpait et plus il avait l'impression de retrouver la force de ses 20 ans. Il a passé plusieurs couches de nuages jusqu'à arriver presque à portée de main de son étoile. Alors il a regardé en bas. Le spectacle était incroyable. La terre était si loin, si belle. Elle ressemblait à une boule de cristal. Saad s'est dit, c'est impossible, c'est impossible. Ce n'est pas moi qui ai pu arriver jusqu'ici. À peine a-t-il fini de parler que le rayon de lumière s'est coupé et Saad est tombé jusqu'à sa plage. Là, dans le sable, il a eu le temps de reprendre ses esprits avant d'entendre dans le ciel son étoile lui parler. Elle a dit, « Mon amour, à chaque fois que quelqu'un dit c'est impossible, une étoile s'éteint dans le ciel. À chaque fois. » Alors, à l'instant même dans le ciel, l'étoile a disparu. L'histoire de Saad se termine ici. Mais moi, j'aime imaginer qu'à partir de cette nuit-là, il est allé à la rencontre des promeneurs sur sa plage pour raconter son histoire. Raconter encore et encore pour être ensemble, pour se donner du courage, pour ne pas s'endormir. Raconter et trouver dans les mots une façon d'affronter le réel, une façon de le questionner, une façon de le réinventer sans cesse. L'écriture, qu'elle soit orale ou couchée sur le papier, est un engagement. C'est une manière d'habiter le monde. Ce soir, le prix des 5 continents de la francophonie honore ces hommes, ces femmes qui prolongent le souffle des mots, le souffle des histoires, qui nous donnent à entendre le monde autrement, qui nous font entendre d'autres voix. Alors, ce soir, écoutons-les, entrons dans leurs histoires pour tenter de mieux comprendre la réalité, mieux la sentir et peut-être aussi mieux la transformer. Merci. Merci beaucoup, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, merci d'être là. Merci à Najwa Darwish pour cette entrée en matière dans cette soirée exceptionnelle. Je pense qu'elle mérite des applaudissements.
Hein? Déjà. Merci beaucoup. Merci à tous. Madame la secrétaire générale, merci de nous faire cet immense cadeau. En ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, mais aussi du bonheur. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour moi, c'est deux concepts qui s'allient à merveille pour parler du livre. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous. Je suis Fatima Tawan, journaliste à France 24, cofondatrice du FLAM, Festival du livre africain de Marrakech. C'est donc un honneur et quelque chose de tout à fait normal pour moi d'être là et parler et célébrer avec vous le livre pour la remise du prix des 5 continents de la francophonie. Ce prix mondial, créé en 2001 par l'Organisation internationale de la francophonie, célèbre la richesse, la diversité de la littérature francophone en mettant en lumière les acteurs issus de tous les horizons. Vous les connaissez, la littérature francophone est un carrefour de voix, un espace où se croisent les récits, ancrés dans des territoires, mais dont la portée est universelle. Au final, n'est-ce pas ça le rôle de la littérature? Parmi les lauréats des éditions précédentes, nous retrouvons des noms aujourd'hui devenus incontournables, tels que la Mauricienne Ananda Devi, le Congolais Alain Mabankou, l'Algérien Kamel Daoud, le Français Mathias Hénard, pour ne citer que. Ce prix, c'est aussi un jury prestigieux composé d'écrivains, de critiques littéraires, et ce jury a eu la lourde tâche de sélectionner une œuvre parmi de nombreuses soumissions. Le jury de cette année est composé de la formidable Fawzia Zouari en tant que présidente du jury. Vous pouvez les applaudir. Fawzia est présidente du Parlement des écrivaines francophones. Monique Prou, qui est canadienne du Québec. Voilà. Liliana Lazare, roumaine. Mohamed Mougarsar du Sénégal. Sami Tchak du Togo. Michel Chouéry du Liban pour l'Association internationale des libraires francophones. Akil Gopi de Maurice pour le prix du jeune écrivain. Éric Chakour qui est égypto-québécois. Et Khalid Liamlali du Maroc. Avec eux, il y a aussi eu de nombreux comités de lecture. Ils sont en tout une 50aine de personnes dans le monde, de la France, Belgique, Canada, Congo, du Sénégal et du Vietnam. Un travail énorme, minutieux, passionné, qui mérite d'être amplement salué sous vos applaudissements. À présent, après les contes, je propose que nous avons une chance énorme d'avoir un grand témoin qui va pouvoir à présent, à qui je vais passer la parole, une figure majeure de la littérature francophone. Académicien, écrivain, il explore l'exil, la mémoire et l'identité avec une plume poétique incisive. Révélé en 1985 avec Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, il remporte le prix Médicis avec L'énigme du retour, marque les esprits avec Je suis un écrivain japonais, Petit traité du racisme en Amérique et l'exil vaut le voyage. Son dernier ouvrage, Un certain art de vivre, est une réflexion sur la littérature et l'existence. Auteur de 38 livres, il mêle souvenirs, errance et questionnements sur le monde. En 2013, il entre à l'Académie française, devenant ainsi le premier haïtien et québécois à y siéger. Son regard à la fois tendre et lucide, et souvent très drôle, nous rappelle qu'à force de s'occuper de la langue, on risque d'oublier la parole. Ce soir, il nous livre sa vision unique de la francophonie et de la littérature. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, accueillez chaleureusement Dany Laferrière.
en prie, je vous en prie. Bonsoir. On dirait moi. Qu'est-ce que j'allais dire? Bonsoir tout le monde. Madame. Je suis écrivain. Ça fait 40 ans que je me dis ça. Parce que tout me pousse à croire le contraire. Dès que je quitte l'endroit où j'écris, je suis interpellé sur des questions différentes. Exactement comme un plombier qui vient chez vous et vous lui dites « j'ai un problème d'électricité ». Ou comme un plombier, dans le sens contraire, qui vient chez vous et qui vous dites « vous êtes plombier ?» Pas tous les jours. Ça veut dire qu'il y a cette valse-citation jusqu'à ce qu'on sache pas qui on est. Ce prix magnifique qui touche 5 continents, quelqu'un a dit tout à l'heure planétaire, c'est vrai, il y a le prix de la francophonie. J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de comprendre ce qu'est la francophonie. Je n'ai jamais su exactement. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait surtout pas que j'y pense. Il suffit d'en être. C'est comme pour l'identité. On passe son temps à essayer de savoir si on en a une et qu'est-ce qu'on fait avec celle-là. Alors, tout simplement, on n'a qu'à vivre. Ne nous inquiétons pas. Finalement, l'angoisse, l'inquiétude occupent une grande partie de notre vie. Bien sûr, c'est un carburant important pour écrire, mais pas toujours. Ça peut paralyser aussi. J'ai compris la question de l'identité de l'écrivain par la traduction. Un jour, comme ça, par hasard, je me suis mis à réfléchir à la question de la traduction. C'est la seule chose qui nous fait sortir de nous-mêmes. Je ne sais pas, sûrement, il y a des écrivains ici, comme Monique Pour, Mohamed Boukassar et d'autres qui ont été traduits. Il n'y a rien de plus excitant que de voir un livre de vous dans une langue que vous ne connaissez pas. Tous les problèmes changent. J'ai été traduit en coréen, je n'arrivais même pas à lire mon propre nom. On m'a dit, c'est votre livre. C'est extraordinaire. Je n'étais plus un immigrant haïtien à Montréal, faisant partie de la littérature migrante. Je n'étais plus un francophone. J'étais exactement à l'endroit que j'ai toujours voulu être. J'étais changé en mots, en images, en sentiments, en sensations. Je suis un trafiquant clandestin d'émotions. C'est exactement ça que j'ai voulu être. Ma mère, je lui ai donné le premier livre qui a été traduit, ce livre en coréen, il y a très longtemps. Ma mère a rêvé de pouvoir lire ce livre parce que ce livre parle précisément d'elle et de sa mère. Elle a rêvé vraiment qu'elle parlait coréen. Et elle s'est levée au milieu de la nuit en priant fort que le coréen ne la lâche pas pour essayer de prendre le livre sans ouvrir les yeux et sans ouvrir les yeux vraiment, se mettre à lire ce livre coréen. Naturellement, c'est quelqu'un tout à l'heure qui parlait de l'étoile. À la toute dernière seconde, elle s'est dit « Je ne suis qu'à Port-au-Prince, une pauvre femme qui ne parle pas coréen » et l'étoile s'est éteinte. Elle n'a pas voulu y croire, c'est qu'elle parlait coréen. Je parle la langue de celui qui me lit. Quand elle m'a raconté l'histoire, j'ai compris cela. Un écrivain parle la langue de celui qui le lit. Votre cousin, votre frère, votre père, votre meilleur ami, il n'est pas de votre famille d'écrivains s'il ne vous a pas lu.
quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vit au fin fond de la Corée, du Vietnam, du Japon, s'il est en train de vous lire, il est plus proche de vous que quiconque qui parle votre langue, habite votre pays, votre maison et votre voisin. Il peut s'appeler François Proust. S'il ne lit pas La recherche du temps perdu, je suis plus proche de Proust que lui, même s'il est le cousin de Proust. C'est ça la promesse de la littérature. Tout à l'heure, vous avez dit universel. Il faut y croire. Il ne faut pas seulement le dire. Je ne parle pas de vous. Il faut y croire vraiment. C'est universel. Alors, ne la ramenons pas à un espace plus petit. Ah, ça, c'est pas mal. J'ai écrit un texte et je n'arrive pas à me lire. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on arrive dans ce métier d'écrivain, et si par malheur, je dis bien par malheur, on a un prix littéraire, on risque la mort. C'est-à-dire, on va passer une grande partie de sa vie à parler en dehors de ce qu'on voudrait faire. C'est pire que être reine de beauté. On va passer, je pense qu'il y en a qui connaissent cette histoire, Éric Chacour, on va passer les 3/4 de son temps à parler du fait qu'on a déjà écrit un livre qui est derrière nous. Les 3/4, beaucoup plus que cela. Il y a 2 semaines, je suis arrivé dans un pays très loin, très lointain, et quelqu'un m'a dit, votre nouveau livre, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, je l'ai écrit à 40 ans. Je l'ai publié à 40 ans. Je l'ai écrit à 45 ans. Mais il vient d'être publié dans cette langue, donc c'est un nouveau livre. Donc vous allez passer. Par contre, si par bonheur, vous n'avez pas le prix des 5 continents, vous allez vous mettre derrière, un peu comme un cycliste. Il va vous ouvrir la route. Et vous attendez à la moindre faiblesse pour le doubler. Ça peut prendre 20, 30, 40 ans. Vous allez accumuler des livres pour le faire pendant qu'il raconte qu'il a eu le prix des 5 continents. Vous allez travailler dans l'ombre, dans la pénombre, dans la nuit. Vous allez être habité par cette rage et vous accumulez des livres. Et un jour, vous n'aurez pas le prix, mais vous aurez écrit une œuvre. Vous n'employez pas des mots quand vous écrivez. Vous n'écrivez pas dans la langue que vous parlez. Vous écrivez dans une langue étrange, clandestine, une langue que l'on peut lire en silence, une langue qui permet à des morts de faire taire des vivants. Vous lisez Homère, il est mort aux dernières nouvelles depuis longtemps. Il vous fait taire pour l'écouter. Il oblige le silence. Cette langue qui fait taire des vivants, qui permet à des morts d'obliger le silence à des vivants, c'est dans cette langue que vous écrivez. Et quand n'importe qui, qu'il ait 5 ans, 3 ans, 50 ans, 100 ans, lit une phrase, un mot, passe à cette lecture silencieuse, il s'échappe par la fenêtre pour aller dans un endroit que l'État, la police, les officiels, les gouvernements, les services d'immigration ne connaissent pas l'adresse. Et vous, pour écrire, vous devez à un moment donné faire ce même voyage, sortir de là où vous êtes, quitter l'endroit où vous êtes. Vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes pour aller silencieusement aussi retrouver ce lecteur dans un endroit dont je ne dirai pas l'adresse. Pour savoir l'adresse, il suffit d'ouvrir un livre et de passer un moment dans le silence
pour écouter une autre voix que vous, puisque vous savez très bien que pour lire, il faut entrer dans un espace de modestie qui n'est pas permis aux humains. Il faut accepter que quelqu'un a une histoire plus intéressante que la vôtre. Je ne connais personne qui soit capable d'une telle modestie. Il faut accepter que quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'une langue, d'un territoire, d'un espace, d'un temps, dont vous ignorez tout, son histoire vous intéresse plus que la vôtre. Il vous fait taire. Donc vous allez le retrouver dans cet espace inconnu dont on ne peut trouver l'endroit, parce qu'on perd à chaque fois qu'on ferme le livre, on ne peut trouver l'endroit qu'en faisant silence, en ouvrant le livre, au moment même où l'autre, la tête penchée sous la lampe studieuse, s'apprête à écrire la phrase qui permet de vous retrouver à cet endroit-là. Pour cela, il faut prendre des risques. Les gens me disent souvent « Monsieur Laferrière » ou « Madame Monique Pou » parce que je suis transgenre. Ils me disent « Vous ne pouvez pas savoir le nombre de morts que je transporte. Je suis un cimetière ambulant. J'ai des douleurs, j'ai des tragédies, j'ai été malmené par la vie. J'ai plein de livres en moi. » J'ai dit, vous avez été malmené par la vie, eh bien, vous n'avez pas de livre en vous. Vous avez votre douleur. Le livre n'a rien à voir, ça. Vous ne lisez pas pour lire les malheurs des autres. Vous lisez pour autre chose. Ce n'est pas une chance que l'on vous donne de sortir de votre douleur. C'est une chance que l'on vous donne de pénétrer dans votre douleur. La différence entre le discours et la littérature, c'est que quand on fait un discours, on a un but, on a un endroit où l'on veut aller, on a un chemin à prendre. Et le chemin, le but, l'endroit, c'est là où se trouve la lumière de l'explication, de l'eureka. Et quand on entre dans la poésie, au lieu d'aller vers la lumière, on s'enfonce dans une plus profonde obscurité. N'oubliez pas, il y a quelqu'un derrière vous qui n'a pas eu le prix. Il vous attend dans 20 ans. Merci. Merci beaucoup. Ah, sacré Dany. Merci beaucoup. On l'écouterait encore des heures, effectivement. Merci beaucoup, Dany Laferrière, pour cette entrée en matière dans ce prix, justement, dans prendre la possession pleine et entière de la dimension littéraire, de l'objectif même de ce que c'est écrire. Vous le savez, la littérature est une aventure individuelle, Dany l'a encore rappelé, mais qui devient collective lorsque les histoires sont partagées. Ce soir, nous avons la chance de rencontrer les auteurs, les finalistes du prix des 5 continents. Nous avons devant nous, nous allons les recevoir tous. Chacun à leur manière porte la langue française au-delà des frontières, explorant des thématiques variées telles que l'histoire, la mémoire, l'exil, la transmission, les identités, et aussi des récits personnels dans lesquels chacun pourra se retrouver. Chaque roman finaliste est une porte ouverte sur un univers singulier, un voyage intérieur aux récits engagés, de la mémoire aux questions d'identité. Nous allons discuter ensemble de leur inspiration. Et d'ailleurs, je vais vous les présenter rapidement, ces 10 finalistes qui ont été sélectionnés justement pour ce prix. 10 finalistes. On va parler de la liste complète, sachant que 2 ont été excusés. Alors, M. Leboum, qui nous vient du Cameroun et qui présente Le rêve du pêcheur chez Gallimard. Amina Damerji, Bientôt les vivants, toujours chez Gallimard, franco-algérienne. Eve Guerra,
qui est absentée, qui vient pour rapatriement. Le livre est publié chez Grasset, franco-ivoirienne. Bénédicte Lotoko, ça brille encore, les impressions nouvelles. Ghislain Guénaud, Peau rouge, l'oiseau parleur, les éditions L'oiseau parleur. Gisèle Pinault, La vie privée d'oubli, Philippe Ray. Raphaël Red, Adikou, Grasset et Fasquelle. Mélissa Véraud, La nébuleuse de la tarentule chez XYZ. Gary Victor, absenté aussi. Le livre s'appelle Le violon d'Adrien, mémoire d'Encrier. Audrey Villelmy, Peau de sang chez Léméac Éditeur, Le Tripode. Nous aurons évidemment l'occasion de parler de ces œuvres avec les auteurs. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on commence dès maintenant, qu'on les appelle sur scène. Alors, pour des raisons pratiques, donc il y en a 2 qui sont absentés, il y en a 8 qui sont en place. On va les entendre par 2 groupes de 4. Donc, je vais appeler sur scène les 4 premiers. Ils sont rangés par ordre alphabétique. Il n'y a pas de favoritisme. J'appelle Mleboum, Amina Damerji, Bénédicte Lotoko et Ghislain Guénaud pour commencer. Merci. Alors, normalement, cette chaise est pour moi, mais évidemment, je ne m'asseyerai pas. Voilà. Félicitations déjà d'être là. Merci. Merci. Sachez-le, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire vos œuvres et je pense que faire partie de ce très beau prix des 5 continents, c'est déjà quelque chose d'énorme. Vos œuvres sont toutes dans leur genre. Évidemment, c'est très compliqué parce que là, on remet un prix. Donc forcément, à la fin, il doit y avoir un vainqueur. Mais dans l'art, moi, je ne crois très peu justement au rang. Mais chacun d'entre vous a produit une œuvre, je le dis pour les 10, hein, évidemment, qui a... Bravo le jury, quoi, j'ai envie de dire. Bravo le jury. Alors, Mleboum, Le rêve du pêcheur. Vous êtes romancière camerounaise, reconnue pour justement la profondeur de vos récits d'une manière générale, lauréate du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Alors, il y a aussi un autre prix récent, donc Emily, on ne pourra pas tous les donner. Voilà. Amina Damerji, vous êtes journaliste, critique littéraire franco-algérienne et vous explorez des récits de la mémoire et des... Je ne suis pas journaliste. Ah, vous n'êtes pas journaliste. Bon, en tout cas, est-ce que vous êtes critique littéraire au moins? Un peu. Chercheuse. Oui, c'est déjà pas mal. C'est mieux hein, que journaliste, croyez-moi. Mais ça viendra peut-être. Bénédicte Lotoko, alors vous êtes belge, ça. Donc l'auteur entre chronique sociale et introspection intime. Et Ghislain Guénaud, donc vous êtes camerouno-français ou franco-camerounais. Donc Peau rouge, l'oiseau parleur, vous êtes écrivain émergent, on dit, mais avoir la qualité de l'écriture, je pense que évidemment vous ne serez pas, vous n'allez pas le rester longtemps, qui questionne l'identité, les héritages culturels et les quêtes personnelles. Alors j'ai une première question générale à vous poser. Dites-nous déjà ce que vous ressentez à l'idée de faire partie de cette sélection et d'être finaliste à ce prix. On commence par Mleboum. Bonsoir. C'est bon, c'est allumé normalement. Comme ça va? Oui. Alors après ce que Daniel Laferrière a dit, moi je ne sais plus tellement. Hein. mais moi je suis ravie d'être là. Le prix des 5 continents, c'est un prix monde qui dépasse très largement les frontières habituelles. Alors être dans cette sélection, c'est déjà un honneur. Déjà un honneur. Amina Damerji? Oui, non, mais moi, quand j'ai vu la liste en fait, des finalistes, j'ai trouvé que c'était absolument merveilleux parce que ça vous donne le sentiment d'appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand, qui ne recouvre pas juste les limites de la France ou de la métropole, mais presque le monde entier.
et que c'est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi en écrivant ce livre, Bientôt les vivants, qui était de faire revivre cette langue de l'Algérie francophone des années 90, qui est la langue de ma famille, qui n'est pas exactement la langue des Parisiens aujourd'hui, puisqu'il y a des mots d'arabe aussi qui viennent trouer ce français en permanence, et qui est une langue perdue, puisqu'en réalité, aujourd'hui, l'Algérie est beaucoup plus arabisée. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était merveilleux aussi de pouvoir faire partie d'une langue française multiple. Merci pour cette réponse. Bénédicte Lotoko. Quand j'ai appris que je faisais partie des finalistes, j'étais en train de travailler, parce que je suis enseignante, et donc j'étais en train de corriger ou de préparer des cours, je ne sais plus très bien. J'ai découvert le mail de Claudia, et tout de suite j'ai été prise d'une euphorie d'enfant. J'ai sauté, j'étais vraiment très 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 contente, très heureuse. J'ai gardé un petit peu la nouvelle pour moi en secret avant de le dire à mes proches, et donc c'était une très belle journée. J'étais vraiment, comme l'a dit Emlé, très honorée de faire partie de cette sélection. Merci. Je peux le comprendre. Ghislain, à vous. Eh bien, je dirais aussi, comme mes collègues, qu'il y a d'abord l'honneur de faire partie de ces finalistes, et puis aussi cette idée que finalement on est appelé à venir parler en tant qu'une de ces petites mains qui labourent le champ de la langue, parce que finalement, si, comme disait notre illustre, la langue, la francophonie, on a du mal à s'imaginer ce que c'est. En tout cas, moi, je me dis que c'est comme un grand champ qu'on laboure tous, et que, en fait, il y a une place de marché où chacun ramène ce qu'il a cultivé sur sa parcelle, et que tu me donnes quelques tomates, je te donne quelques citrons, et puis voilà. Et puis je me suis dit, je suis une de ces toutes petites mains qui labourent. Donc c'est très gratifiant, déjà. C'est déjà moi, je pense très reconnaissant. Ouais. Je crois que la secrétaire générale aussi va prendre cette définition. On va tous aller au champ. Merci. Alors, après votre premier sentiment, on va parler à présent de vos ouvrages respectifs. Je vous invite tous, évidemment, il y aura un lauréat ou une lauréate, mais procurez-vous ces livres, ils sont de très 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 bon niveau, je le répète encore une fois. Et on va essayer justement d'avoir un petit aperçu de chaque œuvre. Emlé Boum, dans Le rêve du pêcheur, vous entremêlez des destins individuels et des mouvements plus ou moins historiques. En tout cas, vous replacez dans un contexte beaucoup plus large. On a parlé de David contre Goliath. Comment vous arrivez globalement, c'est un fil tendu que vous menez dans tous vos ouvrages, à concilier l'écriture romanesque, parce que c'est véritablement un roman, et la nécessité de témoigner des réalités sociales et politiques de votre pays. Comment vous arrivez à faire ça? Donnez-nous les secrets. Alors, il n'y a pas de secret, il y a juste ce qui me passionne. Et je crois que chaque histoire est un roman vite dit, mais surtout, il y a encore beaucoup de romans qui n'ont pas été écrits. Et Le rêve du pêcheur naît de Campo. Et Campo, c'est un tout petit village de pêcheurs qui est au sud-est du Cameroun. Ce qu'il faut savoir, c'est que Campo existe déjà dans la littérature, parce qu'il existe dans la littérature de Céline, il existe un petit peu dans la littérature de Gide, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Et surtout, les habitants de ces lieux, les pêcheurs, ne sont pas représentés. Donc, ces écrivains sont passés dans ces lieux et ils n'ont pas vu les gens. Je pensais qu'il était nécessaire de décrire. Il faut un visage, il faut un nom, il faut une histoire et une trajectoire et les rêves que portent les gens. Parce que c'est les rêves que portent les gens qui les inscrivent dans la littérature et dans le romanesque. Le rêve du pêcheur, c'est un pêcheur, Zach, né à Campo, qui portait de grands rêves, et ces rêves l'ont détruit, en fait, et chassé de son île. Et puis son petit-fils, quelque temps après, plus contemporain de nous, qui est en miroir avec son grand-père, reprend à la fois ses rêves et ses blessures. Merci. Emlé. Amina, vous, dans Bientôt les vivants, il est plutôt question de la mémoire et de l'oubli. Quel a été le point de départ de votre roman? Donnez-nous une anecdote. Vous avez parlé de la langue tout à l'heure, mais donnez-nous quelque chose, une anecdote, un point de départ. Mais le point de départ, c'était plusieurs choses. En fait, c'est d'abord une sorte de matière, une sorte de trou noir, je dirais, que je portais en moi, que j'ai emporté d'Algérie, puisque ma famille et moi, nous sommes partis pendant la décennie noire algérienne.
Et je suis arrivée dans un petit village de Bourgogne. C'est là que je me suis mise à lire et à écrire très vite, en fait, enfant. Et donc, Bientôt les vivants n'est pas mon premier roman, mais j'ai toujours su que j'écrirais sur cette période à un moment donné. Donc ça, c'est la matière, disons. Mais ensuite, le geste qui a fait que ce qui a déclenché l'écriture, c'est une forme d'interrogation qui est en fait une interrogation qui dépasse largement celle de l'histoire de cette famille qui se déchire pendant la guerre civile des années 90 en Algérie, vue par une jeune fille. Mais c'est cette question des liens et à quel moment est-ce que des gens dont on a été très proches, qui ont participé à notre construction affective, psychique, qui sont très très importants, très proches de nous, quand ces gens prennent des positions ou commettent des actes qui nous répugnent ou qui sont contraires à nos valeurs, à quel moment est-ce qu'on doit rompre ce lien? Si on ne le rompt pas, est-ce qu'il est dommageable? Voilà, c'est des questions qu'on s'est tous posées dans notre vie avec un cousin ou n'importe qui, mais c'est vrai que dans un contexte de guerre civile, la question est beaucoup plus importante et j'ai vu comment elle a pu déchirer et déchiqueter ma famille. Donc voilà, c'est le point de départ du livre. Merci. Merci beaucoup. Bénédicte, à vous, vos personnages brillent encore aussi entre échec et renaissance. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces trajectoires-là, justement? Alors la trajectoire de Clotilde, l'héroïne de Ça brille encore, est en effet un trajet qui commence dans la douleur, puisqu'elle a été abandonnée par sa mère et élevée par un père fou, malade psychiatrique. Et donc c'est une trajectoire qui commence effectivement dans la douleur et qui commence à Bruxelles. Donc le point de départ, ce que je voulais défendre à travers ce roman, c'était vraiment un hommage à ma ville natale, Bruxelles, qui est un peu le petit frère, la petite sœur, le cousin, la cousine, on ne sait pas trop, des grandes villes qui l'entourent, Paris, Londres, Berlin, etc., qui est traversée par énormément de populations. C'est comme une ville à la fois de passage, mais en même temps dans laquelle il est très facile de s'ancrer, puisque c'est une ville très accueillante. Et donc je voulais faire hommage à ma ville. Ensuite, le trajet de Clotilde est aussi traversé par la littérature, c'est-à-dire que dans cette histoire douloureuse, dans cette difficulté d'ancrage, il y a bien sûr Bruxelles qui l'a ancrée dans son identité, dans une première identité, mais c'est aussi les livres et la littérature qui vont lui permettre en fait de s'ouvrir au monde et de pouvoir vivre des expériences différentes de la sienne. Donc le roman est en effet émaillé de pas mal de références, puisqu'elle emporte avec elle tous ces mots pour qu'elle puisse grandir. Et enfin, il y a la question du métissage, des rencontres, du lien à travers différentes cultures, naissances, trajectoires de vie. Et ce métissage, au départ douloureux, comme je l'ai dit, devient quête identitaire pour petit à petit peut-être amener un apaisement, du moins je l'espère. Ouais. Et sommes-nous du lieu où on est, ou devient-on le lieu où on est? Je ne sais pas. C'est exactement ça. Oui, il y a un vrai... c'est très, très intéressant. Ghislain, vous, ce qui m'a beaucoup intéressé dans Peau rouge, c'est le corps. Il y a un travail d'écriture sur le corps, notamment le corps de la mère, qui travaille, qui est complètement, qui s'ouvre, qui plie, mais qui ne rompt pas. Un roseau. Un roseau, c'est ça. Parlez-nous de ce personnage, justement. En fait, pour moi, la mère, c'est le personnage principal du livre. Bien sûr, moi aussi, je l'ai lu comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas ce que c'est que d'être une mère africaine qui traverse tout Paris pour travailler et tout ça. Je sais ce que c'est que d'être le fils de ces femmes. Donc pour moi, Béni, c'était plus facile de passer à travers lui pour raconter cette femme. Donc voilà, c'est vraiment elle qui tient tout. Si on l'enlève, il n'y a plus personne. Et c'était aussi une allégorie simplement de ces mères-là, de ces femmes-là, oui, bien sûr. Mais il y avait aussi cette idée d'interroger, parce que moi je crois profondément que nous qui faisons de la fiction, qui écrivons, à côté de l'historien, à côté du journaliste, notre travail, c'est plus souvent de poser des questions dont on n'a même pas souvent les réponses nous-mêmes. Et une affirmation peut aussi être une question. Parfois, certaines affirmations
sont plus des questionnements que des vérités. Donc voilà, et il y avait aussi ce questionnement sur notre histoire commune, sur la fidélité, sur comment est-ce qu'on rentre dans la citoyenneté, parce qu'on sait tous que nous vivons dans des espaces où il y a des voies pavées pour la citoyenneté, et il y a des voies un peu plus cabotées, quoi. La télévision, voilà. Les chansons de exemple. Jean Ferrat, comment on rentre dans la citoyenneté. Voilà. Donc c'était toutes ces questions que j'avais envie d'emmener. Et comme dans tout premier roman, on a envie d'écrire tous ces livres dans son premier livre. Et il a fallu arbitrer un peu. Oui. Et on a envie d'écrire tous les romans qu'on doit écrire dans le premier roman. Et j'ai vite compris ça, mais je n'ai pas abandonné l'idée d'aborder tous ces thèmes. Et j'espère que je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Oui. J'espère. Oui. Sous vos applaudissements, oui. Tous. Merci beaucoup à vous quatre. Merci pour... j'espère que ça vous a donné un avant-goût justement de la qualité littéraire et de leurs livres. Franchement, s'il nous faut lire que ces 10-là, en tout cas plus ceux qui sont absentés, lisez-les parce que c'était vraiment très réussi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Vous pouvez laisser les micros pour les camarades. Laissez les micros parce qu'il va y avoir d'autres, les 4 autres qui vont arriver après vous. Merci beaucoup. Avant de passer au second panel, plongeons dans l'univers de ce prix avec une vidéo qui vous donnera un aperçu au lauréat ou à la lauréate, reconnaissance, opportunité, les retours d'expérience de ceux qui l'ont eu, ce prix. Donc je vous propose de regarder cette vidéo et on revient avec le reste des panels. Voilà, merci. La remise du prix des 5 continents constitue une opportunité pour le lauréat d'être mis en lumière, devenant ainsi la voix de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les 5 continents. Regardons de plus près l'aventure qui attend l'auteur et son roman une fois son prix décerné. Le prix des 5 continents est riche de son histoire puisqu'il récompense des femmes et des hommes de lettres, de tous âges et de tous horizons qui se sont saisis de la langue française, l'ont questionnée, travaillée, décomplexée avant de l'inscrire dans des récits qui racontent la pluralité des univers francophones. C'est en suivant pas à pas le lauréat que l'on accède à ces espaces. Durant une année, les grands rendez-vous littéraires et les agoras les plus prestigieuses l'accueillent pour porter la voix des littératures francophones et consacrer leur rayonnement à l'international. Ambassadeurs du prix des 5 continents de la francophonie, les lauréats partagent leurs passions, leurs visions et leurs inspirations avec le monde littéraire et le grand public. Ils participent ainsi à la valorisation de la richesse éditoriale francophone et au dynamisme de la langue française qui se fait et se défait sous leur plume. C'est un voyage qui favorise le renouvellement de la langue française, une langue plurielle, en constante évolution, qui met en dialogue nos diversités et permet leur enrichissement mutuel. Et je voulais vous dire le prix merveilleux que c'est. Merveilleux déjà par le jury qui le remet. C'est un jury composé d'écrivaines et d'écrivains, dont certains avaient d'ailleurs composé mon imaginaire de lecteur. Donc c'est vous dire l'émotion que c'est de recevoir de leurs mains ce prix-là. Recevoir le prix des 5 continents est une expérience particulièrement magnifique. Parce que d'une part, c'est un prix qui braque sa lumière sur ce qui fait l'essence même de l'écriture, c'est-à-dire la langue. J'ai eu la chance de beaucoup voyager à travers de nombreux pays de la francophonie et d'aller à la rencontre à la fois comme je disais, de lectorat, mais également d'acteurs et d'actrices du livre, de découvrir des manières de penser de la littérature francophone ailleurs qu'en France. Ce prix a donné un très bel élan à mon parcours d'écrivaine. Il m'a donné l'occasion de rencontrer et d'être lue par des lectrices et des lecteurs francophones du monde entier. C'est que derrière ce prix-là, il y ait des passionnés qui travaillent à l'Organisation internationale de la francophonie pour vous faire rencontrer d'autres publics, pour trouver des festivals à travers le monde, trouver des événements partenaires. L'expérience la plus touchante a été de me rendre compte à quel point la francophonie est une vaste famille solide, même si elle semble parfois clandestine. C'est un réseau de sensibilité et de couleurs extraordinaires
qui nous fait prendre conscience que le français est là pour durer. Dany Laferrière disait qu'il ne fallait pas avoir le prix. Je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'il faudrait mieux l'avoir quand même ce soir. Ça n'empêche pas de poursuivre son œuvre après, évidemment. Il faut avoir le prix et continuer de travailler. Je crois que c'est ça le message. Alors, on poursuit l'exploration des œuvres des finalistes. Après les 4 romans que nous avons eus, nous allons vers les 4 derniers romans de ceux qui sont présents, qui nous emmènent aux confins de la mémoire, du mythe, du corps et de la transmission, qu'il s'agisse d'histoires intimes ou de récits plus vastes. Chaque livre nous interroge sur ce qui reste et ce qui se transforme. Je propose qu'on fasse honneur, là à présent, à Gisèle Pineau de La vie privée d'oubli chez Philippe Ray, figure majeure de la littérature francophone antillaise. Elle explore l'identité, la mémoire et l'héritage caribéen. Merci, Madame Gisèle, d'être là. Raphaël Red, avec Adikou, publié chez Grasset, auteur remarqué pour sa plume, créant des atmosphères à la fois poétiques et cruelles. Elle est comme ça, Raphaël, elle fait les deux. Mélissa Véraud, qui nous vient du Québec, La nébuleuse de la tarentule chez XYZ, voix singulière de la littérature québécoise. Elle mêle science et intime dans ses récits. Et Audrey Villelmy, aussi canadienne, québécoise, peau de sang, écrivaine reconnue pour son univers où se mêlent sensualité, violence et mythologie. Ah ben ça fait plaisir, il y a 4 femmes, installez-vous. Dis donc, petit mot à l'adresse de la présidente du jury. Il y a beaucoup de femmes quand même dans ce groupe. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Les femmes écrivent mieux que les hommes? Non. Si? Mais non. Alors, petite question rituelle, évidemment, mesdames. Qu'avez-vous ressenti de faire partie justement de cette liste de ce prix des 5 continents? Gisèle Pineau, à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'était bien sûr un très très grand honneur pour moi, une très grande joie, et j'ai ressenti beaucoup de gratitude envers ces comités, les membres de ces comités de lecture. Je les ai imaginés dans les 5 continents, en train de lire cette histoire que j'avais écrite dans la solitude de ma petite île de Marie-Galante. Et je les ai imaginés en train de lire tous ces mots créoles que j'avais mêlés à la langue française. Et puis, ce qui m'a également vraiment émue, c'est de me retrouver aux côtés de jeunes écrivaines, de jeunes plumes. Je crois que je suis la plus âgée d'entre vous. Et voilà, je remercie vraiment tous les membres du jury pour d'avoir regardé ce livre sur la liste des 10 finalistes. C'est une histoire... On va en parler. Une histoire magnifique de transmission de génération en génération, une histoire de femmes aussi. On en parlera. Raphaël Red, la cruauté. Non, je plaisante. Tout de suite, la cruauté ou... Non, pas après, tout de suite. Okay. D'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti? On se faisait la blague avant de monter sur scène qu'à force, on allait finir par se répéter quand même, parce qu'on avait probablement ressenti des choses similaires. Vous pouvez toutes être contente, c'est pas grave. J'étais très honorée et très joyeuse aussi. Je trouve ça bien d'avoir parlé de joie et pas juste d'honneur tout à l'heure. Et puis je vais faire peut-être la réponse un peu en miroir, mais j'étais aussi particulièrement touchée de voir mon nom juste à côté de celui de Gisèle Pineau. C'était assez incroyable comme situation. Et oui, effectivement, c'est en recherchant un peu le processus de sélection et en lisant les textes de présentation sur les comités de lecture, surtout que j'ai eu cette espèce de réalisation
de ce que ça représente, de ce que ça signifie, enfin des personnes dans tous ces endroits différents que j'essayais d'imaginer. 50 de personnes sur les 5 continents, oui, c'est assez énorme. C'est incroyable en train de lire ce livre. Ouais. Et ça m'a, de visualiser ça m'a aussi beaucoup touchée. Voilà, donc merci au jury. Mélissa Véro. Eh bien, pour tout vous dire, sur le coup, j'y croyais pas. En vérité, quand j'ai lu le courriel, une première fois, c'était en diagonale et j'étais sûre que c'était du hameçonnage, qu'on voulait que j'envoie 2000 $ dans un compte obscur quelque part. Un hameçonneur littéraire. Oui, exactement. C'est pas mal. Ben oui, c'est pas mal. ça. Ben, il faut peaufiner ces techniques maintenant, c'est rendu compliqué. Oui, c'est ça. Mais j'ai après ça pris le temps de relire comme il faut et pour me rendre compte que c'était vrai. Et donc, mon deuxième sentiment, ça a été une sorte de soulagement, je vous dirais. Un soulagement très joyeux, évidemment. Pourquoi du soulagement? Parce que je me questionne beaucoup, je crois, sans doute comme vous toutes et vous tous, collègues écrivains, sur pourquoi je fais ça, pourquoi j'écris, à qui je m'adresse. C'est pas toujours clair. J'ai même passé un livre complet à me poser la question, parce qu'on y reviendra, mais la nébuleuse de la tarentule, c'est entre autres un questionnement là-dessus. Et donc, là, j'avais un début de réponse. On me disait, ben quelqu'un, quelque part, ou peut-être même plusieurs personnes, quelque part, ont lu ton livre et y ont trouvé quelque chose. Donc, je me suis sentie finalement moins seule dans ma démarche. Donc, voilà. Ah, vous n'êtes pas seule, je vous rassure. Audrey. En fait, moi, il s'est passé 2 choses différentes. La première, ça a été la surprise et la joie de voir qu'il y a une place pour l'imaginaire dans ce prix qui est quand même vraiment axé sur une sorte de territorialité quand même plus ancrée. Donc moi, mon univers est très éthéré, très proche du conte, donc on est vraiment dans quelque chose de moins territorial. Donc ça m'a rendue extrêmement heureuse. Puis après, je me suis imaginée tous ces comités-là en train de discuter entre eux, parce qu'il y a le plaisir d'être nominés par les lecteurs, mais ensuite, imaginez qu'ils parlent entre eux de littérature, qu'ils discutent de ces livres-là, qui arrivent avec leurs émotions, que ces émotions-là ne seront pas les mêmes d'une personne à l'autre. J'ai trouvé, c'est cette espèce de sentiment que le livre existe bien au-delà de moi, qui appartient à d'autres personnes maintenant, qui m'a particulièrement réjouie. C'est une très bonne réponse aussi, que je pense que le jury gardera aussi également. Alors, parlons de vos ouvrages respectifs, mesdames. Gisèle Pineau, dans La vie privée d'oubli, il y a cette transmission, ces histoires de femmes, ce va-et-vient entre le passé et le présent, un présent très ancré, contrairement justement à Audrey. Voilà, cette femme, cette histoire de drogue, de mule, c'est très très ancré et en même temps, paf, on va dans le passé. Comment est-ce que vous avez travaillé ce lien de transmission, de l'aïeul jusqu'à... C'était quoi le point de départ? Est-ce que c'était de raconter cette histoire de transmission ou c'était... on va partir d'une histoire plus concrète? Parce que vous savez tout faire. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais elle peut passer du récit au polar. Gisèle Pineau peut tout faire. Hein. Sachez-le, elle peut tout écrire. Alors, tout part d'un test ADN que j'ai pratiqué et le résultat m'a sidérée. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui est né sous X et d'un seul coup qui retrouve son pays d'origine, sa filiation. Et qu'est-ce que le test me disait, me révélait? Il me révélait que finalement, voilà, quelque part, parmi mes ancêtres, il y avait des gens qui étaient venus du Bénin. Et du Nigeria. Alors, bien sûr, tout de suite, mon imagination s'est emballée et je regardais la Guadeloupe d'aujourd'hui. Je me suis dit, comment faire le lien avec ce passé-là, qui n'est pas tellement lointain, parce que c'est encore en moi, cette Afrique, elle est encore là, présente en moi, dans mon ADN. Alors j'ai imaginé un sujet vraiment hyper contemporain, parce que c'est important, c'était urgent pour moi de parler de ce qui se passe réellement, pas de raconter la Guadeloupe comme une carte postale magnifique et un paradis extraordinaire. Dire voilà la réalité, il y a tous les jours des jeunes Antillais, des jeunes Guyanais, des jeunes Guadeloupéens, Martiniquais qui dans leur corps transportent des capsules de cocaïne.
Alors, ils vont traverser, ils vont voyager, et puis parfois, il y a des accidents, il y a des capsules de cocaïne qui explosent dans les intestins, et puis ces gens, ces mules tombent dans le coma et font des overdoses. Et donc, mon héroïne, c'est ce qui va lui arriver. Elle est appâtée par 3 000 €, et puis elle veut fuir aussi un amour dévastateur. Et finalement, elle va tomber dans ce coma, et elle va entendre une voix, et c'est son ancêtre qui va lui apparaître, qui va lui raconter son épopée. Parce que trop souvent, en Guadeloupe, j'entends, voilà, notre histoire remonte au temps des habitations, notre histoire remonte à la cale du bateau négrier, nous sommes des enfants, des fils d'esclaves. Non, il y a eu d'autres terres, il y a eu d'autres territoires, il y a eu l'Afrique pour tous les afrodescendants des Antilles. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans mon livre. Alors voilà, qu'est-ce que ces jeunes d'aujourd'hui ont et comment leurs ancêtres peuvent les regarder aujourd'hui quand ils transportent de la drogue, quand ils sont là, désœuvrés, quand ils ont l'impression qu'ils n'ont aucune identité. Comment vivre avec tous ces paysages qui tiennent, qui gardent encore les marques des temps de l'esclavage, avec des vieilles habitations, avec des ruines, avec des moulins en ruines. Comment vivre avec ce passé qui est toujours un petit peu présent et qui vient infester comme ça le présent. Oui, le présent. Alors c'est un livre sur l'oubli, en fait. Oui. C'est un livre sur l'oubli. Est-ce qu'on peut vraiment oublier? Est-ce qu'on peut dire, eh bien oui, c'était le temps de l'esclavage, ça n'a pas d'incidence sur nos vies, mais on a des traces, il y a des séquelles. Et puis aujourd'hui, la science, avec l'épigénétique nous dit il y a des traumatismes qui sont transmis. Et j'ai voulu travailler là-dessus, sur ça. Très bien, Gisèle, mais il faut laisser les autres parler, sinon on n'aura pas fini. La passion. Oui, c'est la passion. Mais lisez le livre, vous en saurez plus. Raphaël Red, vous, le langage et la transmission sont au cœur d'Adikou. Quel rapport entretenez-vous justement en tant qu'écrivaine, même jeune écrivaine? J'ai l'impression que vous êtes arrivée, vous, avec la langue dans l'écriture, en tout cas en vous lisant. Une attention aux mots, même à la sonorité, j'allais dire, à la musicalité. Merci, ça me plaît bien. Je vais mettre un pied par terre, ça fait bizarre de parler en lévitation comme ça. Oui, mais alors, je pense que pour écrire Adikou, enfin le fait d'écrire Adikou, c'était pour moi une manière de me confronter dans un premier temps à des mots, en fait, effectivement. Le premier, c'était peut-être le mot métis ou métissage, qui était un mot avec lequel j'avais un certain nombre de conflits ouverts et déclarés, mais sans vraiment savoir comment en parler, comment peut-être le remplacer, etc. Et du coup, je pense que l'histoire de Adikou, c'est en fait au niveau narratif, on va dire, c'est l'histoire d'un voyage, c'est l'histoire d'une jeune femme et de sa narratrice qui se mettent en route pour aller en Afrique de l'Ouest, au Togo, mais aussi au Ghana et au Bénin, qui font des détours par les États-Unis et qui font tout ça justement en quête peut-être aussi de transmission, pour dire ce mot-clé-là aussi. Mais à travers ça, c'est aussi un voyage au bout de certains mots, je crois. C'est-à-dire que, en fait, Adikou, elle bute en permanence contre le vocabulaire. Et elle bute contre le vocabulaire parce que les mots, ils sont empreints d'une violence coloniale, ils sont empreints d'une violence esclavagiste, ils sont empreints aussi souvent du patriarcat et de l'image qu'elle lui a renvoyée en tant que jeune femme. Et donc, j'aimais bien cette idée de raconter le mouvement entravé à la fois géographiquement, à la fois physiquement et aussi dans la langue, en fait, et de voir ce qui se passe si on se laisse buter contre ces mots et les notions et même les visions du monde, en fait, qui transportent, qu'on le veuille ou non. Très, très bien. Mélissa Véraud, alors, la nébuleuse de la tarentule. Il va falloir m'expliquer, hein. Il y a 2-3 trucs. Je le prends comme un compliment. Ah ouais, c'est un vrai compliment, parce que moi, pour me perdre, il faut être forte, hein, parce qu'en général, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais j'arrive à suivre, globalement. Là, le lien entre le cosmos et l'intime. Mélissa, vous avez 2 heures.
En fait, quelqu'un a déjà comparé mon livre à un film de Christopher Nolan. Ça aussi, j'ai pris ça comme un très gros compliment. Oui, vous pouvez. Pour tout vous dire, c'est une grande inspiration. J'écris de manière très cinématographique. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et on rentre directement d'ailleurs dans l'action. Oui, oui, moi, je ne prends pas de détour. Je suis une personne assez directe et je crois que ça paraît dans le livre. Oui. Mais au final, c'est assez simple, ce dont ça parle. Ça parle d'une expérience humaine qui se déploie dans le temps. Et le temps étant une chose qui ne ressemble en rien à ce qu'on aime concevoir, c'est-à-dire une ligne droite. Ouais. C'est pas comme ça que ça fonctionne en vérité. Ça se déploie plutôt dans une dimension, dans un espace. Et donc, j'ai voulu explorer cette notion-là du temps qui avance et recule, mais en vérité va dans toutes les directions. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression d'être déstabilisé quand on lit le livre, parce qu'on passe de l'enfance au monde adulte, on retourne à l'adolescence. Mais au cœur de ça, oui, il y a l'intimité et il y a ce qui nous compose, donc l'identité, et une réflexion sur la réalité et la fiction, en fait. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment fonctionne la mémoire? Qu'est-ce qu'on retient des événements? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Donc, si vous n'avez pas tout compris, vous avez quand même tout compris. Oui. C'est ça la bonne nouvelle. Ben, c'est formidable. C'est un peu comme un Nolan, remarque. Hein? Oui, oui. Même quand on n'a rien compris, on a compris quand même. Audrey, à vous, vos personnages féminins dans Peau de sang sont puissants, presque mythologiques, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, les femmes sont fortes hein, dans vos ouvrages respectifs globalement. Comment vous avez choisi les archétypes qui vous ont inspiré, ou est-ce qu'ils se sont imposés d'ailleurs à vous? Comment ça s'est fait? En général, quand je construis mes personnages, c'est une façon de me les donner à moi-même. Et donc, je vais souvent chercher les forces qui me manquent à un moment spécifique. Et Peau de sang est un personnage qui accueille, donc c'est vraiment une figure centrale, gravitationnelle d'un village qui accueille les hommes, qui accueille les femmes, qui accueille les jeunes femmes et qui les prend exactement tels qu'ils sont au moment où ils entrent. Et c'était vraiment cette capacité d'accueil, mais entier, où elle n'est jamais en danger. Elle peut recevoir tout le monde, mais son identité à elle n'est pas vulnérable, n'est pas fragilisée. C'était cette exploration-là qui m'intéressait particulièrement. Et j'avais envie aussi de créer un personnage qui, finalement, était constamment inventé par les autres. Donc, Peau de sang, elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'apparence physique. On ne sait pas son âge, son origine, sa corpulence. On n'a aucune idée de qui physiquement elle est. Elle n'a pas d'identité propre. Elle est finalement le miroir de ce que chacun lui projette sur elle, tout en étant excessivement forte et non vulnérable dans cette dynamique-là. Donc, je pense que c'était pour me donner cette force-là que ce personnage est apparu à ce moment-là. C'était pas nécessairement une décision de ma part, c'est plutôt elle qui est arrivée avec son autorité qui s'est imposée et qui a pris la parole. Bah, merci beaucoup, merci Audrey Wilhelmy. Comment on dit? Wilhelmy. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous quatre d'être venus. Merci de les applaudir. Laissez-les. Ouais, bon, ouais. De toute façon, on a fini là. Vous pouvez laisser vous récupérer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais dire un mot à présent de nos deux finalistes qui n'ont pas pu faire le déplacement parce qu'au départ, ils étaient 10. Sur scène, vous ne les avez vus que 8, mais ils étaient 10. Malheureusement, ils n'ont pas pu se joindre à nous. Eve Guéra, qui elle est franco-ivoirienne, qui a fait Rapatriement chez Grasset, romancière ivoirienne à la plume délicate. Elle explore dans son œuvre des silences familiaux, des résiliences féminins à travers une écriture poétique et incisive. Elle tisse dans Rapatriement un récit où plusieurs générations de femmes doivent naviguer entre tradition et modernité. Un peu, c'est en résonance d'ailleurs avec d'autres livres de la sélection. Gary Victor, qui lui est haïtien, dans son livre Le violon d'Adrien, publié chez Mémoires d'Encrier, figure majeure de la littérature haïtienne contemporaine, Gary Victor est connu pour son univers où le réalisme et le fantastique se rejoignent. Dans Le violon d'Adrien, il continue d'explorer l'histoire tumultueuse de son pays à travers un récit où le passé ne cesse de hanter le présent.
voilà, il ne pouvait pas être là, mais c'est peut-être la preuve aussi que si les hommes sont empêchés, si les humains sont empêchés, les œuvres, elles, voyagent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Lisez leurs livres. Donc merci à tous nos finalistes présents ce soir pour ces éclairages fascinants sur la création littéraire. Vos œuvres, dans leur diversité, témoignent évidemment de la force de ce prix. Magnifique, ce prix qui est à la fois dense, ouvert. On souhaite à tous les finalistes le meilleur pour la suite. Évidemment, quel que soit, de toute façon, il nous a prévenu déjà. Hein. Il a dit que ce n'était pas important, le vainqueur, qu'il fallait être derrière, qu'il fallait suivre le vainqueur. C'est pour nous très intéressant. Donc après ces échanges, il est temps de comprendre comment s'est déroulé le processus de sélection. Le prix des 5 continents repose sur un jury d'exception. Je vous les ai présentés au début, composé d'écrivains, de critiques, de passionnés de littérature qui ont eu la délicate mission de départager des œuvres d'une grande richesse. Croyez-moi, c'est vraiment un très très bon cru. Pour vous en parler, évidemment, nous avons le plaisir d'accueillir sur scène la présidente du jury, Madame Fawzia Zouahiri. Allez, vas-y. Bonsoir à tous, Madame la Secrétaire Générale, Excellences, le jury, les lauréats et notre public francophone. Je m'appelle Fawzia Zouahiri. J'ai l'honneur de présider le jury de cette session 2025 pour le prix des 5 continents. Alors, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous les jurés et présidents de jury qui ont œuvré pour l'existence et la visibilité de ce prix et qui nous ont confié la tâche de continuer leur travail. Je veux citer, entre autres, Jean-Marie Leclésio, Vénus Ratachouri, Paula Jacques, Abderrahmane Vaberi ou Lionel Trouillot. De nouveaux membres ont intégré ce jury. Ils sont composés, et j'aimerais quand même redire leur nom parce que c'est une famille maintenant. Mohamed Mbougar Sarr, Michel Choueri, représentant de l'AILF, Liliana Lazare, Sami Tchak, Monique Prou, Akil Gopé, prix du jeune écrivain, Khaled Liamlaé, mention spéciale 2024, et bien sûr, notre lauréat de l'édition 2024, Éric Chakour, qui, comme tous les lauréats du premier prix, a le droit de siéger pendant une année comme membre du jury. Je tiens à saluer les efforts constants de l'OIF et tout particulièrement Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie pour son soutien indéfectible. Depuis presque 25 ans, l'OIF continue à valoriser la vitalité des littératures francophones à travers ce prix porté par la direction de la langue française dans la diversité des cultures francophones et notamment sa directrice Diana Ramaro-Etra, Claudia Pietri, cheville ouvrière et prêtresse infatigable de ce prix, je crois que les membres du jury seront d'accord avec moi, avec l'assistance efficace et chaleureuse d'Audrey Thomas. Un mot maintenant à propos de la sélection. Avant l'évaluation du jury, il y a une première évaluation qui est faite par 6 comités de lecture répartis au sein de l'espace francophone et chargés donc de la présélection des ouvrages. Ces comités, j'aimerais les citer parce que leurs représentants sont là. Vous avez l'association Passaporta de Belgique, l'association Culture et Lango du Congo, le Con littéraire Félix du Canada, l'association du prix du jeune écrivain de langue française de France, l'association des écrivains du Sénégal et le comité de lecture du Vietnam. Ces comités, merci, puisque certains se demandaient tout à l'heure comment travaillaient ces comités et à quel point c'était important pour eux de le savoir. Donc, ces comités ont sélectionné les 10 ouvrages, vous savez maintenant lesquels sont les lauréats et les livres en question.
Après, c'était à nous, les membres du jury. Donc, entre ces ouvrages, on a délibéré. Une délibération qui a lieu au siège de l'OIF le 6 mars dernier. Ça a été en présentiel, mais aussi en visio, puisque certains n'étaient pas sur place. Alors, pendant cette séance, nous avons pu apprécier un bon cru, marqué de certaines particularités. D'abord, parmi les écrivains sélectionnés, 8 sont des écrivaines, signe que la littérature et la langue française sont aussi l'affaire des femmes et que celles-ci ne sont plus que des lectrices, comme on le dit, mais aussi des auteurs, avec ES, et qu'un regard nouveau, voire un rapport inédit à la langue française est en train de s'opérer à travers la littérature des femmes. Deuxième particularité, la diversité. Les auteurs nous viennent d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Europe, d'Amérique. Troisième particularité, la diversité des âges. Nous avons des auteurs confirmés et au sommet de leur carrière, comme nous avons des jeunes dont l'écriture est étonnamment percutante, je dirais même fulgurante. Le mot fulgurance est à sa place, car c'est l'autre particularité de cette édition. Nous avons eu à lire des livres qui portent en miroir les caractères de nos sociétés modernes, notre monde éclaté, en crise d'identité, de peau, de racines, mais qui ne baissent pas les bras et cherchent sans cesse l'espoir. Une littérature qui réécrit le cahier de retour au pays natal, mais à sa façon, c'est-à-dire inévitablement imprégnée par d'autres pays et par d'autres cultures. Et nous avons discuté entre membres du jury, et nous nous sommes opposés, bien entendu, et nous avons râlé chacun dans son coin. Bon, nous ne sommes pas battus, nous nous sommes réconciliés autour de l'œuvre qui, aux yeux de la majorité, répondait aux critères essentiels qui sous-tendent cette distinction, à savoir, d'abord et avant tout, la qualité littéraire. Puis, l'inscription dans les valeurs que défend l'OIF, c'est-à-dire la diversité, le dialogue des cultures et l'égalité entre les sexes. Quel en a été le résultat? Eh bien, j'ai l'honneur d'appeler Madame la secrétaire générale de la francophonie pour vous révéler le nom du lauréat choisi pour cette édition 2025. Mesdames et messieurs, amateurs de livres, amoureux de la littérature, mesdames et messieurs, membres du jury qui avaient fait un travail formidable, merci beaucoup, chère Faouzia. D'abord, je vous remercie d'être ici ce soir, d'être le dernier acte, en tout cas dans notre hémisphère, de cette très très belle journée internationale de la francophonie. Nous avons eu plusieurs activités ici à Paris, à travers la France et à travers le monde, à travers tous vos pays aujourd'hui. Et nous avons ce soir, j'espère que vous avez le même sentiment que moi, nous avons savouré la beauté de la langue française. La conteuse, Najwa, l'écrivain, Dany Laferrière, tout comme ceux qui écrivent, c'est celles et celui qui ont écrit ces livres sélectionnés, nous ont fait voyager, nous ont fait vivre des vies de personnes, de lieux
que nous ne connaissons peut-être pas, mais que nous connaissons une fois que nous lisons ces livres. J'essaye d'imiter très maladroitement Dany Laferrière. Nous arrivons donc au terme de cette cérémonie du prix des 5 continents qui, comme chaque année depuis 2001, nous rassemble pour célébrer la diversité de la francophonie, ces voix multiples qui racontent, interrogent et éclairent le monde à travers la littérature. Aujourd'hui, nous avons découvert et partagé ces écritures venues d'ailleurs et d'ici. Nous avons traversé des histoires et les imaginaires grâce à cette force unique que seule la littérature possède. C'est là toute l'ambition du prix des 5 continents. Révéler ces talents qui, à travers une pluralité de parcours et de mots, présentent l'art d'un écrivain, mais aussi un engagement, une vision d'un monde, du monde, un regard sur notre époque. Ce soir, ce regard est celui de Emily Boom, dont le talent frappe par sa justesse et sa profondeur. Chère Emily, j'ai envie de vous féliciter avant de terminer. Merci. Félicitations. Vous m'avez interrompu avec les applaudissements. Du coup, je perds le fil de mes idées. Je vous taquine. Emily Boom, vous rejoignez aujourd'hui une lignée d'écrivains qui portent haut la langue française et la pensée francophone. Vous nous rappelez, à travers le rêve du pêcheur, que la littérature est une voie libre et un acte de transmission. Mais cette soirée n'aurait pas de sens sans toutes celles et tous ceux qui, à chaque étape, œuvrent à faire vivre ce prix. Je veux saluer ici encore une fois les membres du jury, chère Fauzia, et les 6 comités de lecture, véritables passeurs qui, année après année, explorent la richesse des textes soumis avec passion, avec rigueur. Je ne sais pas comment vous faites, je n'arriverai pas de tous ces beaux livres pouvoir choisir. Leur travail méticuleux et engagé est un maillon essentiel de cette aventure littéraire. Et puis, il y a vous, chers finalistes, ceux qui sont ici, celles qui sont ici et les 2 qui ne sont pas présents, dont les œuvres ont traversé cette sélection exigeante. Vous êtes chacune et chacun les visages d'une francophonie audacieuse, une francophonie en mouvement, ouverte au monde. Ce soir, un seul prix a été sélectionné, va être remis dans un petit instant, mais une chose est sûre, vos voix comptent, elles résonnent et elles resteront. Mesdames et messieurs, chaque livre porte en lui une mémoire. Il enseigne sans imposer, éclaire sans dicter, ouvre des chemins là où il n'y avait que des questions. C'est en cela qu'il rejoint l'éducation, le thème que nous avons sélectionné pour la journée de la francophonie 2025. Parce que lire, c'est apprendre autrement. Célébrer la littérature, aujourd'hui, c'est réaffirmer le rôle essentiel du livre dans la formation des esprits,
dans la construction de citoyens libres et éclairés. Nous avons parlé aujourd'hui de citoyens éclairés, éduqués pour être des citoyens éclairés, dans cette transmission qui fait vivre la langue française à travers les générations et à travers les 5 continents. C'est aussi en cela que ce prix est spécial. Ce soir, nous avons honoré des écrivains qui veillent à ce que la lumière ne s'éteigne pas. Nous avons affirmé ensemble que les mots sont plus forts que le tumulte et plus résistants que le chaos. Et c'est dans cet esprit fédérateur de la langue française que l'Organisation internationale de la francophonie poursuivra son engagement en faveur des écrivains et des éditeurs du Nord comme du Sud. Mesdames et messieurs, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 20 mars prochain pour les 25 ans de ce prix des 5 continents. Merci à toutes et tous d'avoir été présents ici ce soir pour célébrer et faire vivre ce prix. Vive la littérature francophone, vive la francophonie. Et maintenant, suivez mon regard. Voilà la lauréate. De ce prix des 5 continents. Peut-être montrer le livre. Ah. Voilà. Donnez-lui le prix. La lauréate de cette année du prix des 5 continents, Emily Boom, pour cet ouvrage magnifique, Le rêve du pêcheur. Ce roman ample, dense, qui nous invite à réfléchir aux conséquences, évidemment, de la mondialisation, mais aussi à la responsabilité des uns et des autres. Et qu'on n'est pas simplement ce qu'on pense être, mais on est aussi ce qu'on fait. Ce roman est très très fort et il mérite amplement ce prix. Emily Boom, félicitations. On vous invite à dire quelques mots. Voilà, c'est officiel. Quelques mots, Emily. Là. Bonsoir. Je suis très heureuse et très émue. Et je vais vous raconter un petit peu comment j'arrive à la littérature, ça va aller vite. J'ai publié, bien que j'ai toujours écrit, j'ai publié mon premier livre à 36 ans. Et si à 20 ans, on m'avait dit que je serais romancière, je n'y aurais pas cru. J'en aurais probablement ri. Alors ça me fait penser au conte magnifique de tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas d'impossibilité insurmontable et que les étoiles sont beaucoup plus généreuses qu'on ne pense et plus solides aussi. Elles ne meurent pas si facilement que ça. Et j'ai publié mon premier roman à 36 ans et j'ai enfin su clairement ce que je voulais faire de ma vie. Avant, j'avais fait plein de choses passionnantes, mais là, tout d'un coup, j'ai su exactement ce que je voulais être. Je voulais être romancière. Et je voulais être romancière parce que je pense que la littérature sauve. Et on le dit souvent, on le dit vite, mais moi je le sais profondément parce que c'est mon expérience.
La littérature sauve, mais elle nous sauve un à un, discrètement, de façon intime et confidentielle. Chacun raconte un livre, il le lit en silence, et tout d'un coup, ce qui bouge, ce qui se déplace et ce qui se questionne ne regarde que lui. La littérature sauve les auteurs, la littérature sauve les lecteurs. Et ce n'est pas très grave si on ne communique pas entre nous. Les livres qui m'ont passionnée, émue, bouleversée, au fond, les auteurs n'en savent rien. Les livres sont adressés. On écrit pour faire lien. On écrit par amour. On écrit pour habiter cette terre que nous avons en commun. Je voudrais dire merci. Merci à ma famille, Anne-Sophie et Christian. Merci à Laurence Brisset, mon éditrice merveilleuse. Merci à Pierre, mon agent. Merci à tout le jury. Je disais que ce prix est un prix monde. Les auteurs le montrent, mais vous aussi, parce que vous êtes souvent d'anciens lauréats et puis surtout vous venez du monde entier. Tellement merci. Et merci à cette organisation incroyable qu'est l'OIF et à cette langue française que nous avons en partage et qui numériquement nous ouvre à tellement d'horizons. Merci, merci à tous. Félicitations. Bravo Mabel, bravo, bravo. Eh ben, c'est la fin de cette soirée magnifique. Merci à vous, merci aux auteurs, merci. Voilà, c'est très très beau. N'oubliez pas que ce prix, dès à présent d'ailleurs, on ouvrira dès demain, il me semble d'ailleurs, des appels à candidature. Voilà, pour que soyez nombreux à soumettre les manuscrits. Ce message s'adresse évidemment aux éditeurs, où qu'ils soient. N'hésitez pas à soumettre vos ouvrages, parce que qui sait, peut-être qu'ils seront aussi reçus ici, dans ce beau prix. Et puis après, que ces œuvres vont voyager, vont aller dans le monde entier, dans toute la francophonie. Merci beaucoup. La soirée était très studieuse, hein, j'ai l'impression, pour la plupart d'entre vous. Il y a un cocktail qui est offert et surtout, vous avez les livres qui seront en dédicace là. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer, n'hésitez pas à en acheter. Continuez de lire parce que c'est la plus belle activité que nous ayons pour l'instant, qui soit gratuite et qu'on peut partager avec bonheur autour de nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci.